termine aujourd'hui avec vous, Madame la Ministre, un cycle d'auditions et de déplacements qui a commencé le 8 février 2023. Pendant ces 4 mois, nous avons eu pour objectif d'évaluer les besoins de rénovation des écoles, collèges et lycées liés à la transition écologique, d'identifier les défis, notamment juridiques et financiers, de cette rénovation pour les collectivités territoriales et de mesurer l'efficacité de l'accompagnement des décideurs locaux sur le terrain. Le 28 juin, notre rapporteur nous présentera son rapport et ses recommandations. Quand je lui disais que c'était terminé, ce n'était pas pour tout le monde, parce qu'il reste quelques semaines d'efforts encore. Il était donc important que nous puissions évoquer avec vous les constats qui ont émergé de nos travaux et de la consultation des élus locaux à laquelle nous avons procédé sur le site du Sénat. Nous avons ainsi réuni plus de 1300 témoignages d'élus qui confirment la difficulté, plus particulièrement pour les communes, de conduire les projets de rénovation des bâtiments scolaires dont la crise de l'énergie renforce l'intérêt et que le droit européen et la loi française rendent obligatoire pour la plupart des établissements scolaires. Cette audition vient à point nommé quelques jours après l'annonce par le gouvernement d'un plan de rénovation des écoles que vous allez nous présenter. Après l'intervention de notre rapporteur, Nadège Havet, à qui je donnerai la parole, Madame la Ministre, nous aurons ensemble un temps d'échange. Je rappelle, avant de donner la parole à la rapporteure, que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo sera accessible sur le site du Sénat. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci du temps que vous nous accordez sur cette mission. Monsieur le Président l'a dit, le 9 mai, le plan de rénovation énergétique des écoles a été annoncé. Il s'appuie sur la mobilisation de divers leviers financiers, subventions, prêts. Des crédits sont ainsi fléchés au sein du Fonds Chaleur et du Fonds Vert. S'agit-il de crédits nouveaux ou d'enveloppes dédiées à la rénovation des écoles imputées sur des crédits existants? En d'autres termes, ce plan fait-il l'objet d'un effort spécifique? La communication du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires évoquait à ce propos de ce plan le défi du siècle. Compte tenu du coût de ces rénovations, comment l'ampleur des moyens sera-t-elle dimensionnée? Le plan annonce la rénovation de 10 000 écoles. Or, sur les quelques 51 000 écoles, collèges et lycées recensés sur l'ensemble du territoire, seulement 14% répondent aux normes basse consommation visées par le décret. Comment vont être choisies les 10 000 écoles? Quels seront les bâtiments qui seront aidés par ce nouveau plan, alors même qu'il n'existe pas d'état des lieux actuellement à l'échelle du territoire qui permettrait de connaître précisément l'état actuel de ces bâtiments au regard des normes environnementales, de savoir ce qui a déjà été fait pour améliorer cet état et d'identifier ce qui reste à entreprendre pour atteindre les objectifs du décret tertiaire et des textes européens en préparation. Je vous remercie de vos réponses. J'ai une troisième question, mais on va d'abord répondre à celle-ci. Le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord sur la méthode, j'avais un petit texte où je pensais à répondre à votre sorte de résumé de votre rapport. Est-ce que je passe directement à la réponse à votre question? Comment voulez-vous procéder? Qu'est-ce qui vous convient de faire? Je vous propose de présenter les choses telles que vous l'aviez prévu, et comme ça c'est aussi simple. Parfait. Il y aura un échange ensuite. Parfait. Donc quelques éléments sur un sujet, comme vous l'avez dit, qui est crucial, fondamental, et vous m'auditionnez aujourd'hui sur la question du bâti scolaire, une question cruciale pour assurer l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants. La rénovation énergétique des écoles est en effet une initiative essentielle pour réduire notre consommation énergétique, améliorer la qualité de vie des élèves, réduire notre empreinte carbone et lutter efficacement contre le changement climatique. Tout cela justifie l'utilisation d'outils de financement innovants tels que le tiers-financement ou les certificats d'économie d'énergie, comme ma collègue Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a dû vous les présenter pour en parler
si vous le souhaitez, un petit peu après. Mais surtout, cette initiative implique que soit portée une attention toute particulière aux élus locaux, afin que l'État soit en mesure de vous accompagner dans la territorialisation de la transition écologique pilotée par mon ministre de tutelle, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le besoin d'investissement en faveur de la rénovation énergétique des écoles est aujourd'hui évalué à 5,2 milliards d'euros par an, soit plus du double du niveau actuel de financement. L'enjeu est donc de taille, car il s'agit de s'attaquer à la rénovation de 44 000 écoles publiques du premier degré, représentant 50 millions de mètres carrés, soit un sixième des bâtiments des collectivités territoriales. Si la compétence construction et entretien est de la responsabilité des communes et parfois des intercommunalités, lorsque la compétence a été transférée, un tel défi ne peut pas être réalisé collectivement sans le soutien de l'État et de ses partenaires, notamment régions et départements. C'est ce qui nous a conduit à élaborer un plan spécifique pour les écoles, qu'elles soient dans nos villes ou dans nos villages. Aujourd'hui, le plan porté par le gouvernement nous permet de bâtir avec nos partenaires publics et privés, au premier rang desquels la Banque des territoires, une feuille de route crédible entre l'État et les collectivités territoriales. Avant de répondre à vos questions, je souhaite rappeler qu'avec les dotations d'investissement classiques, en premier lieu la DSIL et la DETR, c'est près de 6 500 projets sur les bâtiments scolaires qui ont été soutenus en 2021, pour un soutien de près de 200 millions d'euros. Les dotations de droit commun sont ainsi largement mobilisées sur ce sujet en 2023 et elles continueront de l'être en 2024. Avec le fonds vert, la rénovation énergétique, en particulier celle des écoles, est encore plus au cœur des préoccupations du gouvernement et des élus. Début mai 2023, c'est 105 projets de rénovation énergétique qui concernaient des écoles, dont 81 qui incluaient des travaux d'isolation, 72 projets de changement de système de chauffage. C'est 20 millions d'euros d'aide du fonds vert qui sont mobilisés sur ces 105 premiers projets et qui permettent un gain énergétique total de 16 millions de kilowattheures d'énergie finale par an. Au-delà des 2 milliards d'euros sur cette seule année 2023, de l'engagement pris par la Première ministre de poursuivre en 2024 ce fonds essentiel aux collectivités, c'est surtout la méthode qui change. Il s'agit d'un fonds à la main des territoires, au plus près du couple élu local et préfet. Ce n'est pas un hasard si le millième dossier qui vient d'être validé au titre du fonds vert concerne des dossiers de rénovation énergétique du groupe scolaire et du réfectoire de la commune de Chavenay dans les Yvelines. La preuve est faite du succès de ce fonds, notamment pour aider les collectivités territoriales à poursuivre et amplifier leurs actions pour la transition écologique. Il s'agit de répondre au plus près des besoins et des pratiques des élus locaux. Avec sa pérennisation en 2024, nous engageons aussi une visibilité pluriannuelle que les élus attendent. Le gouvernement, ses partenaires publics comme privés, les élus locaux se sont fortement engagés dans la voie de la rénovation du bâti scolaire avec volontarisme et responsabilité. Nous avons pris ensemble la mesure des obstacles qui peuvent persister sur leur chemin. Donc je n'ai pas les ordres de grandeur que je veux vous rappeler qui n'étaient pas dans mon propos liminaire. Je rappelle que DSIL plus DETR, c'est 2 milliards et le fonds vert 2 milliards. Donc en 2023, c'est 4 milliards. On a doublé les montants d'investissement et que la rénovation thermique de nos énergétiques et thermiques de nos écoles, elles entrent à la fois, elles relèvent à la fois de la DSIL, de la DETR et ou du fonds vert. Donc là, je vous ai plus particulièrement parlé de ce nouveau fonds en 2023, mais malgré tout, la DETR et la DSIL peuvent accompagner des projets de rénovation. Ce qui n'est pas non plus dans ces propos liminaires, mais vous le savez tous, c'est à quel point, évidemment, cette rénovation thermique, elle est vertueuse pour la qualité et le confort de nos enfants dans les écoles. Elle est vertueuse pour la transition écologique, mais elle est vertueuse pour nos finances de nos collectivités parce qu'elle génère des économies. Et c'est tout le sens, si vous voulez en parler, on pourra en parler, du tiers financement qui permet de payer ces remboursements en matière d'investissement, si tant est que la collectivité ait besoin d'emprunt, par les économies qui sont faites en fonctionnement sur la base
d'un bureau d'études qui fait un calcul et qui dit quand les travaux seront faits, vous allez économiser tant de kilowattheures et donc à un prix moyen de l'énergie de temps, vous pouvez mettre tant dans vos remboursements d'emprunt. Et là, c'est la Caisse des dépôts, c'est le CEREMA qui propose des choses sur ce tiers financement. Mais ensuite, j'ai quelques éléments pour répondre à vos questions, Madame la rapporteure. Je voulais que j'enchaîne avant qu'on parte dans le dialogue. Donc, vous nous interrogez sur le fait que sur les 51 000 écoles, collèges, lycées, seulement 14% répondent aux normes basse consommation et comment vont être choisis les 10 000 bâtiments qui seront aidés par ce nouveau plan. Quelques éléments et puis on pourra aussi échanger de façon plus informelle. L'objectif du programme est de permettre l'émergence d'une dynamique territoriale par identification de projets modèles. Nous appuyons cette logique d'émulation et de développement des filières par le terrain et nous saluons cette démarche. La Banque des territoires a choisi d'accompagner 10 000 projets scolaires ayant pour objet commun au moins 40% d'économie d'énergie. Ces 10 000 projets appelés par la Banque des territoires projets totem permettront de montrer que la rénovation énergétique du patrimoine scolaire est réalisable, efficace et mobilisatrice. Ces projets sont identifiés par les directions régionales de la Banque des territoires ou via des partenaires locaux ou territoriaux. Une charte définira les critères attendus pour les projets Éduc Rénov fin 2023. Mais d'ores et déjà, il faudra, et je peux vous dire, que le projet totem soit exemplaire, je l'ai déjà dit, les moins 40% d'économie d'énergie, innovant dans les matériaux, les procédés, les usages ou la concertation opérée par les élus locaux. Donc exemplaire, innovante et efficace. Modèle adapté, concerté, reproductible dans un territoire équivalent. 200 totems Edu Rénov seront déployés en 2023. Ce sont des projets emblématiques, exemplaires et reproductibles dans d'autres territoires. Ils servent d'inspiration pour les autres collectivités territoriales. Donc le premier totem Edu Rénov est l'école maternelle J4 Mères à Villetaneuse dans le 93. Donc il est proposé par la direction régionale de la Banque des territoires Île-de-France. C'est un prêt de 4 millions d'euros. Il y a l'appui de la SEM départementale, de la préfecture et du département. 40% des économies d'énergie et label HPE. Matériaux biosourcés, c'est de la fibre de bois qui a été choisi et un chauffage en géothermie. Confort d'été, pour le confort d'été, toit végétalisé qui a été choisi. Confort d'usage et projet pédagogique, une cour végétalisée, une qualité de l'air et sonore qui est prise en compte dans le projet. Un chantier à faible nuisance avec 80% des déchets valorisés. Bon, c'est juste à titre d'exemple, ce premier totem Edu Rénov dans le 93. Voilà pour, je pense, les deux premières questions. Vous m'aviez dit que vous me poseriez la 3 après. Moi, je vous propose de m'adapter à la façon dont vous souhaitez procéder, Madame la rapporteure, Monsieur le Président. Je vous remercie. Juste quelques précisions, parce que là, vous nous indiquez qu'il y a déjà un projet qui est cofinancé. C'était quoi? C'était un appel à projet qui a été fait en amont. Comment, techniquement, il a été identifié? Et les 200 premiers projets sont-ils déjà fléchés ou pas? Donc, le premier, oui. Les 200, non. 199 autres. C'est-à-dire que... Même quand on parle de santé, on dit que les projets qui marchent, je les ai vus sur le territoire, c'est ceux qui émanent des collectivités. Donc ça peut surprendre sur certaines politiques publiques comme l'éducation. Mais là, on est sur compétences municipales ou sur compétences intercommunales. On vient mettre un certain nombre d'atouts autour. On vient mettre de l'argent en investissement. Mais au départ, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est le projet qui est porté. Alors le CEREMA apporte toute l'ingénierie. Il y a une fiche tiers financement dans le CEREMA et rénovation des écoles que je vous invite à regarder. Et le maire qui n'a pas la capacité à faire l'ingénierie de ce projet pour qu'il soit recevable. Alors c'est pas un appel à projet, mais il y a quand même des critères que je vous ai donnés et il faudra remplir ces critères plus répondre à une charte comme je vous l'ai dit. Et donc ce projet qui a été, on va dire, identifié par la direction régionale de la Banque des territoires, parce qu'à mon avis, ils devaient travailler précédemment dessus. Et ils ont considéré que le projet rentrait et pouvait servir de projet totem pour faire en sorte que
on puisse illustrer, comme je l'ai fait là, le propos et le rendre moins théorique. De passer la parole à Jocelyne Guidez, notre collègue. Merci, Président. Moi, j'ai deux petites questions. En ce qui concerne le guide du bâti scolaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, il semble que ce document soit loin de la réalité du terrain et ne tienne pas compte de la diversité des territoires. Par exemple, on n'utilise pas les mêmes matériaux partout. Avez-vous l'intention de réévaluer ce guide ? Et ma deuxième question, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, en effet, les communes peuvent recourir au fonds vert, et ça, je trouve que c'est plutôt un bon outil. Cependant, moi, ce qui me revient quand même aux oreilles, c'est que les délais sont trop courts, à moins de disposer d'un dossier déjà bien ficelé. Prétendre au financement du fonds vert suppose d'avoir mené des études techniques préalables, et vous l'avez souligné, c'est vraiment le problème des petites communes, c'est bien de monter les dossiers. Faut-il avoir les moyens, et sinon le dossier n'est pas éligible. De plus, les délais de réponse sont très courts. Cela pose un problème réel aux petites collectivités territoriales qui ne disposent pas des moyens techniques et humains suffisants. Comment pourrait-on améliorer ou faciliter l'accès aux aides financières ? Les territoires ruraux nécessitent aussi un traitement différencié pour construire leurs projets. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice. Donc, 3 questions. Le guide qui est émis par le ministère de l'Éducation, le montage des dossiers qui nécessitent de l'ingénierie, et en fait, la troisième qui touche au fonds vert. Mais je commence par la fin. En fait, dans le fonds vert, comme vous le savez, il y a des fonds dédiés à l'ingénierie. Donc, en fait, le maire qui porte un projet de rénovation de son école, il peut commencer par solliciter des fonds du fonds vert en ingénierie. Mais je n'ai pas fini, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Je vous le dis, je ne sais pas comment le dire, parce que je le dis, je rencontre 50 à 70 maires toutes les semaines. Là, je vais à Marseille à la fin de la semaine. Toutes mes VO, je demande au préfet de réunir des maires. Je mesure à quel point on a du mal. Donc, voilà. Alors, une boîte à outils. Donc, on va, là aussi, j'écris en gros, communication, comment on fait savoir aux maires, prochaine newsletter. Parce que, voilà, moi, j'écris par des newsletters aux maires, mais c'est pas certaine qui la regardent, ils en reçoivent 15 000. Je ne sais pas comment procéder. Je ne sais pas comment procéder. Et je pense que le meilleur moyen, c'est vous, les sénateurs et les sénatrices. Franchement, vous les voyez quand vous rentrez dans vos départements. Donc, cette boîte à outils, en fait, c'est un document de la Banque des territoires. Qu'en trouvez-vous, Marie-Christine ? Bon. À la Banque des territoires, mais... sur le site de la Banque des territoires, probablement. Mais en tout cas, on va vous l'envoyer. Donc c'est la boîte à outils. Et donc en fait, on voit, je ne vais pas vous les lister tous parce que vous voyez, c'est écrit petit, il y a 6 briques. La première brique, elle s'intitule accompagnement personnalisé. Un appui personnalisé par nos équipes et du Rénov, d'où de la Banque des territoires. Ils sont vraiment très très actifs sur le sujet de la rénovation. Des économes de flux dédiés à l'éducation via Acté. Je ne sais pas ce que c'est Acté. C'est les certificats d'énergie. Ah, trop bien. Donc, des économes de flux dédiés à l'éducation, on va Acté Plus. OK. Et ensuite, voilà, expertise via nos partenariats, mais c'est eux qui donnent donc un peu tous leurs outils, la Banque des territoires. Mais moi, je pense que quand même, le réflexe, ça doit être le fonds vert qui agit en investissement et en ingénierie, sous réserve que le projet relève de la transition écologique. Donc là, il faut vraiment le faire savoir, au-delà de ce que la Banque des territoires propose. Vous savez qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de secrétaire non plus. Mais il n'y a plus de secrétaire de mairie, donc ils se retrouvent tout seuls. Ils se retrouvent tout seuls. Ouais, donc c'est pour ça que je ne sais pas comment on pourrait améliorer le système, parce que pour moi c'est un bon système. Messieurs. Mais voilà, comment on peut avancer sur ce genre de dossier quand vous avez 800 habitants, vous n'avez plus de secrétaire de mairie, et que vous êtes tout seul et que vous recevez des mails. À ça, pour recevoir des mails, on en reçoit, mais eux, ils n'ont pas le temps de faire le tri. Oui, ce que je voulais vous proposer, parce que j'ai pas le guide de l'éducation auquel vous faites référence, dont j'ai entendu parler, je l'ai pas lu personnellement. S'il n'y a pas de référence, effectivement, aux différents types de matériaux par territoire, si la différenciation
dans le cadre de cette rénovation de nos bâtis n'est pas dedans, moi je prends l'engagement de tenter, parce qu'on ne peut pas tout quand on est au gouvernement, mais au moins de l'amender, travailler dessus, de l'amender dans un délai raisonnable, mais on va dire 2 mois, peut-être avant fin juillet. Il ne faut pas, à mon avis, trop longtemps pour y mettre une page complémentaire et qui soit, on va dire, plus concrète, si tant est que ça ait besoin. Donc je reviendrai vers Monsieur le Président, Madame la rapporteure, sur ce sujet pour vous dire si oui ou non on peut amender ce guide. Je vais interpeller mon collègue Papendiaï, je vais me procurer ce guide et je vais solliciter Christophe Béchu pour voir... parce que si vous me dites que ce guide est connu, c'est là-dedans qu'il faut qu'on écrive. Il est connu de ce que vous dites. Hein. D'accord. Il y en a plusieurs, en fait, des guides qui sont édités par l'Éducation nationale avec des thématiques différentes. Donc, en fonction, il y a quelque chose autour des cours d'école, il y a quelque chose autour des bâtiments également. Et ça s'appelle les guides du bâti scolaire et c'est porté par la cellule de bâti scolaire de l'Éducation nationale. Bien, je vais passer la parole à notre collègue Monique de Marco, qui a une question ou plusieurs questions à vous poser. Oui, alors j'ai des suggestions là, à ce stade-là. Bon, parce que les documents, je pense que les maires en reçoivent, etc. Pourquoi ne fait-on pas l'inverse? C'est-à-dire que vous avoir un numéro vert où les maires qui sont isolés pourraient poser ces questions-là pour savoir où ils peuvent trouver les renseignements, etc. Faisons l'inverse, communiquons en disant voilà, contactez tel numéro et vous aurez des informations pour parce que c'est vrai qu'on croule sous les mails, qu'ils n'ont pas de secrétaire de mairie, etc. Moi, je crois qu'il faut voir ça différemment. On a trop de sollicitations et de documents. Moi, je reviens sur autre chose, c'est sur aussi une suggestion. Là, il y a eu une proposition de loi sur le tiers-financement avec les partenaires privés qui vient d'être adoptée. Et il existe déjà du tiers-financement avec la Caisse des dépôts, mais il présente certaines limites selon les interlocuteurs que j'ai eus. Et pourquoi ne pas valoriser l'existant en réajustant ce dispositif qu'on appelle intracting? Vous voyez, un truc hyper français. Comment un maire peut-il savoir intracting, ce que ça veut dire? Voilà, parlons français, ou je ne sais pas, donnons une autre appellation à ce terme-là. Voilà, suggestion, qui est à la Caisse des dépôts, parce qu'un réajustement, simplement un réajustement, ouvrirait peut-être ce dispositif aux petites communes. Et voilà, ça c'est aussi une suggestion. Et également, si je me permets d'avoir la parole, donc je continue, au-delà de la problématique du problème de financement, les collectivités ont souvent du mal à trouver des artisans formés aux nouveaux critères écologiques, par exemple. Ne peut-on pas envisager des mesures pour renforcer la formation dans ce domaine? Voilà 3 suggestions. Merci, Madame la sénatrice. Alors, sur le sujet du numéro vert, oui, c'est logique que vous posiez la question, pourquoi pas, mais en fait, les choix que nous faisons sur ce sujet comme sur d'autres, c'est de diriger nos maires vers les acteurs du territoire, que sont le préfet ou la DDT, mais vous voyez, les services de l'État. S'ils ne répondent pas, il faut nous le dire. Moi, je peux vous dire, j'en suis à 66 départements, j'ai 66 visites de terrain, 50 départements, j'ai vu 50 préfets. Ils sont d'une réactivité et ils sont passés on va dire, de posture de contrôle qu'ils gardent, hein, parce qu'ils sont les garants que le droit est respecté dans les collectivités, mais ils sont incroyablement force de proposition. Donc, et quand je les sollicite, en tout cas, et quand je les vois agir, et ce que j'entends, la première phrase du premier maire qui me pose une question quand je vais à la rencontre de 60 maires, c'est tout de suite pour me dire tout le bien qu'ils pensent des services de l'État, malgré les petits effectifs et la réduction des effectifs. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, Caisse des dépôts. On voit bien que ce sujet du financement de l'investissement pour la rénovation du bâti scolaire, c'est quand même la Caisse des dépôts qui se l'est approprié. Donc le directeur régional, le directeur départemental, l'interlocuteur du maire dans la Banque des dépôts, il doit se déplacer. Là aussi, vous m'interpellez si l'interlocuteur de la Banque des dépôts ne vient pas dans la commune quand il est appelé. Donc ça me semble la meilleure chose. Ensuite, DDT, service de l'État. Plutôt que d'appeler un numéro vert, parce que qu'est-ce qu'on va faire derrière le numéro vert? On va mettre des opérateurs partout en France, 35 000 maires, donc on va avoir
des gens qui vont pas forcément avoir la réponse. Donc, vous voyez, là, on a des gens qui savent à l'échelle du département, qui sont les préfets, les services de l'État et les bon, testons cela. Enfin, pourquoi pas? Moi, je n'écarte rien. Hein. Mais dans un deuxième temps, si on arrive à faire savoir qu'ils doivent appeler préfet et Caisse des dépôts, et puis vous me disiez, il y avait une troisième entité non appelée. Sous-préfet, oui. Oui, le sous-préfet, d'accord. Préfet, sous-préfet. Ensuite, sur le tiers financement, ligne tracting, tiers financement, je pense que le montage, il est fait par la Caisse des dépôts. C'est un dispositif financier innovant qui consiste à réaliser des travaux de performance énergétique avec un temps de retour de 13 ans. Voilà, ça c'est la définition. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi vous avez retenu ce terme, c'est bien, mais en fait, ça c'est le principe, le socle de ce qu'on appelle le tiers financement. C'est-à-dire, même 13 ans, moi je trouve que la Banque des Territoires, elle peut faire mieux. Il faut qu'elle aille jusqu'à 25 pour que les loyers soient faibles et pour que, justement, on soit certain qu'on finance les remboursements de l'emprunt par les économies que l'on fait financières liées à la rénovation du bâtiment. En tout cas, moi, le tiers financement, je l'ai compris. C'est moi qui ai porté le texte. Au Sénat, c'est Christophe. Moi, je l'ai porté à l'Assemblée. C'est vrai que c'est passé à l'unanimité aussi à l'Assemblée. Et le principe est séduisant. Après, il faut voir dans sa mise en œuvre comment le maire comprend cela, comment il accepte de s'endetter avec un remboursement hypothétique sur une hypothétique économique. Je connais beaucoup de maires, il y a une énorme prudence. Donc, il faut observer. Moi, je suis emballée par cette proposition. Je pense qu'il faut y aller. Enfin, il faut être vigilant sur comment ils embarquent et comment la Caisse des dépôts n'essaye pas de les ramener de 25, de 20 à 13 ans ou 12 ans, qui finalement, une capacité que les banques peuvent faire, toutes les banques, alors que la Caisse des dépôts, elle doit pouvoir accompagner sur une durée plus longue. Et sur les artisans formés, pas plus tard qu'il y a 15 jours, la Première ministre qui met la dernière main à son document de planification écologique, et on la voit avec Christophe Béchu quasi tous les mois, là, depuis 6 mois, sur tous les champs de la transition écologique. Et vous allez voir, quand elle va sortir sa planification, tout a été travaillé en termes de quels objectifs, quels moyens et quel calendrier pour faire ces économies dans tous les champs, l'agriculture, tout y est, la rénovation des bâtiments. Et donc, on est resté pas moins de 45 minutes sur le sujet, il n'y a pas d'artisans. Il n'y a pas d'artisans formés, il y en a très très peu. Donc on a saisi, elle a saisi Carole Grandjean sur tous les centres d'apprentissage pour que émergent très rapidement des filières qui forment des jeunes à la construction en bâtiment avec la transition écologique au cœur. Moi, j'ai moi-même inauguré une licence pro dans un lycée au fin fond de l'Ariège qui s'intitule Transition écologique et processus industriel, quelque chose comme ça. Et là, tout de suite, elle a été validée en mai. En juin, ils avaient déjà les 30 gamins pour remplir la promo, tellement partout en France, ils sont venus au fin fond de l'Ariège. Pourquoi? Parce que les industriels ont vraiment besoin de ça. Là, notre filière de la construction, elle a absolument besoin de ça. Donc, sauf que, oui, on ne va pas y arriver tout de suite, il faut monter des formations. Ensuite, comment organiser? Donc là, on a saisi la Chambre des métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie pour essayer de voir comment eux repèrent les acteurs de la construction qui ont embarqué ces critères, parce que beaucoup vous en parlent, mais peu ont des vraies réalisations, surtout sur le choix des matériaux. Et donc, vous pointez un point auquel je ne peux que souscrire. Simplement, je vous rassure sur le fait qu'on en a conscience et on travaille, à ma connaissance, de ce qui s'est dit dans cette réunion auprès de la Première ministre, sur monter des formations importantes à partir de septembre, dans des bacs pro, dans des BTS et DUT, mais aussi des CAP. On essaye peut-être, je ne pourrais pas parler de label, mais de voir comment on peut repérer et mettre à la disposition des élus sur un site toutes les entreprises qui sont considérées comme étant écologiquement responsables et qui ont des critères écologiques avérés avec des preuves à l'appui. Donc oui, on manque d'artisans d'une façon générale déjà, et à plus forte raison d'artisans formés. Merci Madame la Présidente. Avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais dire que nous avons auditionné la Fédération nationale du bâtiment, tant au niveau national qu'au niveau départemental. Je pense en particulier à la Meurthe-et-Moselle, qui nous a garanti que les entreprises sauraient répondre.
Madame Del Fabro et ensuite Madame de Marco. Saurait répondre. Je garantis que moi, c'est un peu contraire à ce que j'entends sur le terrain. Je sur ce que tu avais dit, en fait. Mais ils affirment qu'ils sauront faire. Oui. Ouais. Véronique. Je me permets, on échangeait toutes les deux. Moi, c'était juste une suggestion que je vous faisais. Concernant ce fameux dispositif Intracting, je reviens dessus, parce que, voilà, en réalité, si vous faites cette proposition, c'est parce que lors des auditions CEREMA, Flamme, etc., j'ai repris contact avec la responsable de Flamme des ALEC, des agences locales de l'énergie, parce que j'avais trouvé ses propos très intéressants, et c'est elle qui m'a suggéré, et vous pourriez éventuellement la recevoir, elle avait des propositions à faire pour justement revoir ce dispositif vers les petites communes. Voilà, c'est simplement le revoir pour l'adapter aux petites communes. Je pourrais vous donner ses coordonnées éventuellement. C'est la directrice, la responsable de Flamme. Voilà. Donc c'était... Voilà, parce que ça peut être pertinent. Il avait aussi d'autres propositions et ça peut être des pistes. J'ai fini. Très bien. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Monique, par rapport à son numéro vert. En fait, le problème que nous avons, maire, quand on a 36 000 mails, et quand on n'a pas le sujet en tête, les mails, on ne les voit pas. Et quand le projet surgit, on ne sait pas où aller chercher. Donc, ce n'est pas un problème de donner de l'information, c'est le problème. Alors, le numéro vert, c'est peut-être une solution, oui, il y en a d'autres. C'est le problème au moment où on a... Enfin, le moment où on a le problème, comment trouver le bon interlocuteur. C'est ça, en fait, l'idée. C'est le fait qu'on est noyé de mails et on les lit. Mais voilà. Juste pour partager avec vous ma petite expérience de ces 9 derniers mois, mais il y a quelques réflexes que je n'avais pas quand j'étais maire. La NTS en est un. ANTS.gouv, aide aux élus, les quelques qui y vont, me disent à quel point on y retrouve tout. Donc déjà, avoir le réflexe à NTS. On a créé une agence, le Sénat fait un rapport avec quelques axes d'amélioration, on les a tous repris. Là, dès maintenant, on a corrigé ce qu'il nous demandait de corriger. Donc, ants.gouv.fr, c'est déjà un lieu. Ensuite, si on veut chercher des financements, ça mange pas de pain d'aller sur le site de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Banque des territoires, ANTS, on trouve beaucoup de choses. Il n'y a guère que la DGF, quand on veut parler de finances locales. Donc là, il faut appeler mon cabinet. Et là, je m'appuierai sur la DGCL pour vous répondre. Et je le fais très régulièrement à l'invitation des sénateurs de répondre sur des sujets de finances locales. Mais sinon, sur tout ce qui est aide, sur le réflexe, ça doit être la NTS, l'ANCT, pardon, et... oui, la NTS, c'est les titres sécurisés. Je suis dessus. Non, la NCT surtout. Et la Banque des territoires. Et surtout, le sous-préfet. Sous-préfet ou le préfet. Je passe la parole à Madame Céline de Brulin. J'ai participé, Madame la Ministre, à l'audition du directeur de la NCT il y a quelques jours par la Commission du développement durable du Sénat. Et l'écho que donnaient nos collègues, c'était pas tout à fait que que l'ANCT ait reprise les préconisations que nous avons faites dans le rapport que nous avons rendu. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, je pense, et les élus locaux ont toujours énormément de mal à se retrouver dans ces méandres de dispositifs divers et variés qui sont pas forcément à la main des communes et des plus petites communes, parce qu'à la limite, une grosse collectivité qui a des tas de services, une ingénierie, elle va toujours finir par trouver où s'adresser. Mais on pense là, évidemment, aux petites. Et moi, je voudrais me permettre, si vous m'y autorisez, Madame la Ministre, à revenir à une des premières questions que vous a posées notre rapporteur. C'est est-ce que on peut attendre de l'État sur ce sujet des efforts spécifiques ou est-ce que ce sont des redéploiements de crédits? Parce que vous avez évoqué la DETR, vous avez évoqué la DSIL. On pourrait dire que le fonds vert, c'est
quelque chose d'un peu nouveau, mais qui préexistait quand même aux annonces concernant la rénovation du bâti scolaire. Et j'ai lu, comme nous tous ici, le président Macron dans Le Parisien, qui a dit en substance, on va mettre de l'argent sur la rénovation énergétique. Vous avez évoqué 5 milliards par an. Les auditions qu'on a fait ici disent 40 milliards au total. Et donc, y compris si on utilisait toute la DETR et toute la DSIL et tout le fonds vert, ça n'y suffirait pas. En sachant qu'on est dans un contexte où les collectivités ont dû faire face à des coûts de l'énergie qui étaient en explosion et qui, précisément, je pense, les amènent à réfléchir à ces rénovations parce qu'elles souhaitent avoir des réponses de long terme, mais que leur capacité d'investissement, compte tenu des surcoûts auxquels elles doivent faire face aujourd'hui, sont extrêmement amoindries. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un effort supplémentaire à faire de la part de l'État, même si les collectivités doivent évidemment y participer aussi, parce que sinon, on ne sera pas au niveau d'ambition qui est attendu en la matière, il me semble. Je vais finir par une question aussi, parce que je rencontre ça tous les jours. Je dis, je rencontre des maires toutes les semaines. Moi, j'ai du mal, si vous voulez. Je vais vous dire, la réponse, c'est non en 2023. Parce que j'aime bien, moi, dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on met 4 milliards. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous le dire. On en mettait 2. Et on en met 4. Et on dit, on porte un joli programme de rénovation. Mais aujourd'hui, tant que le fonds vert et que la DSIL DETR, qui aujourd'hui est consommée à 25%, il faut que les travaux démarrent dans l'année pour qu'on puisse donner des sous. Pourquoi elle est consommée 25%? Elle va l'être à 100% à la fin de l'année, bien sûr, et le fonds vert aussi. Mais soyons réalistes. C'est-à-dire qu'on me demande toujours plus. Les sous sont là. Et en fait, quelle est la capacité à agir dans nos territoires quand on voit les problèmes de recrutement? Moi, je crois qu'il y a des problèmes de recrutement de gens pour faire ces travaux. Il y a un travail d'ingénierie, vous l'avez dit avant, pour se poser et avoir la manne nécessaire pour porter le projet de rénovation de son école. A-t-on la capacité, au moins en 2023 et 2024, à faire tout ce qu'il faudrait faire vite? Mais le problème, c'est pas que l'État met pas l'argent. Moi, je peux vous dire, vous m'aurez comme première ambassadrice quand vous avez vu 100 premiers projets en émerge, et vous avez vu sur le montant que je vous ai cité, voilà, 40 millions d'euros. On est quasi fin juin. 40 millions d'euros. Et vous me dites, il me faut plus d'argent. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ce temps d'ingénierie, bien sûr qu'il y a tout ça à faire, mais on ne le fait pas comme ça. Donc il y a de l'ingénierie, il y a des travaux, il y a des appels d'offres à conduire. Et donc l'argent, on le dépense, il faut que les travaux aient lieu dans l'année pour qu'on le dépense. Donc, bien sûr que votre question est normale et légitime, elle m'est posée tout le temps. Mais avant de me demander de l'argent, consommons ce que l'on a. Moi, les préfets me disent, il y a des fonds que j'ai déjà délivrés, un préfet sur 2, en 2022. Les travaux n'ont pas commencé. J'ai bien voulu continuer. Et oui, il faut de l'énergie, il faut des services pour conduire, il faut faire les marchés publics. Donc, juste ce que je veux vous dire, vous qui êtes des gens raisonnables, les sénateurs et les sénatrices, c'est que en investissement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Et que quand le président dit on mettra de l'argent, si aujourd'hui on avait déjà consommé nos fonds et qu'il y avait 500 écoles ou 200 écoles qui attendaient en disant il nous manque de l'argent, on le mettrait, on a su le faire pendant la crise. C'est un sujet majeur. Mais aujourd'hui, consommons déjà nos fonds sur lesquels on s'est engagé en 2022, consommons nos fonds de 2023, et là on a déjà garanti les 2 milliards de plus, donc ça fait 4 milliards. Mais moi qui étais maire, et comme beaucoup d'entre vous, je veux dire, pour faire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Madame la ministre, je voudrais vous... Oui, mais, des fonds de droit commun. Mais je voudrais appeler votre attention sur la circonstance que la France n'est pas un pays homogène, que les départements sont différents. Dans certains départements, ça marche. Dans d'autres départements, ça marche beaucoup moins bien. Parce que dans ces départements, les communes ont vu leur autofinancement s'écrouler, s'effondrer. Après 13 années de baisse ou de stagnation de la DGF,
c'est la première fois que ça augmente de 320 millions, je crois. Les marges de manœuvre de ces communes, on ne consomme pas parce qu'il n'y a pas de projet, on ne consomme pas parce qu'on n'a pas les moyens d'apporter la contrepartie pour arriver à 100%. Si la subvention faisait 90%, les communes trouveraient peut-être les 5%. Mais en fait, on s'aperçoit que dans ce système, ce sont les moins pauvres ou les plus riches qui consomment les subventions parce qu'elles ont la capacité de mettre en place la contrepartie. Et moi, je plaide aussi pour que, mais ça c'est une affaire des financeurs, les collectivités, les départements, les régions aussi, pour qu'on tienne compte, mais chacune est légitime de choisir le système qui prévaut chez elle, qu'on tienne compte de la capacité contributive des opérateurs. Il y a des communes qui ne peuvent plus, elles ne consommeraient jamais les sous, parce qu'elles ne peuvent pas faire. C'est pour... Alors, mais moi je ne prête pas au tiers financement des vertus qu'il n'a peut-être pas. Ne nous faisons pas beaucoup d'illusions non plus. D'ailleurs, votre ministre, M. Béchu, a dit ne nous faisons pas trop d'illusions quand même. C'est un plus, mais ce n'est pas ça qui va régler la question du financement. Ça serait magique, hein, sinon, mais ce n'est pas une solution magique. Madame Juste sur ce point, si vous me le permettez, Monsieur le Président, vraiment rappeler que le tiers financement, c'est une expérimentation qui est sur 5 ans. Et donc, vous l'avez entendu dans mes propos, on va observer, on va regarder. Moi, j'ai beaucoup confiance dans la Caisse des dépôts. Quand ils embarquent des dispositifs, ils les font fonctionner. En général, on l'a vu sur Action Cœur de Ville, on le voit sur Petite Ville de demain. Mais quand même, je suis d'accord avec vous, il faut observer. Mais prenons-le comme une expérimentation. Et sur l'autofinancement, là aussi, je vois énormément de maires et ça me vient spontanément. Voilà, 80%, vous comprenez, on n'a plus rien. Je n'ai pas encore trouvé un maire. Pas trouvé un maire. J'ai signé 20 courriers l'an dernier. Je suis arrivée, j'ai remplacé Caroline Cariou à partir du début décembre. Donc j'ai signé une vingtaine de courriers. Quand la Première ministre dit on ne laissera aucune commune au bord du chemin, 20 courriers qui accompagnent des chèques. Ce sont des communes qui répondent à un certain nombre de critères et qui sont en épargne nette négative et sur lesquels on abonde, on les accompagne avec un plan de remise à flot de leurs finances. Et l'État est là, il n'y a pas de problème. 20. À part ces 20, chaque fois que j'ai posé la question, et je vous invite à faire de même, juste pour que vous me disiez, je l'ai fait sur 10, j'en ai eu 3, j'en ai eu 5, bon. Chaque fois, mais je l'ai fait, allez, 30 fois. Et j'ai encore fait hier, je ne sais pas qui était avec moi, une sénatrice qui m'envoie des petits mots quand je suis dans l'hémicycle pour me dire, j'ai un maire, il est exsangue, il peut plus, et j'arrive pas à lui expliquer la DGF, etc. J'avais un collaborateur de la DGCL qui m'accompagnait, et avec la sénatrice, on était en visio avec monsieur le maire. Et donc, toujours cette question. J'ai plus d'épargne, etc. Donc là, c'est 100% de tous ceux que j'ai interrogés qui, quand je leur pose la question, mais juste pour information, monsieur le maire, quel était votre autofinancement, quelle est votre épargne nette, quelle est votre épargne brute, votre autofinancement de l'année 2022. J'ai tout le temps le « E ». Je dis, monsieur le maire, vous ne pouvez pas me dire, vous ne vous souvenez pas, compte administratif, vous l'avez voté, donc vous vous souvenez. Et là, mais là, j'ai de tout. J'en ai un, 4,5 millions. Ah oui, mais comprenez, il a baissé de 20%. Ah ben oui, on est en crise, bien sûr. Et nous, on a 3 000 milliards de dettes, l'État. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, ça baisse. Oui, ils ont moins d'autofinancement. Mais quand on va, lundi, dialoguer avec Bercy, je peux vous dire qu'on va entendre une fois, deux fois, trois fois. Quelle est la réalité? La réalité, c'est qu'il y a 50 milliards de trésorerie dans les collectivités locales. 50 milliards. Donc oui, en moyenne. Mais voilà. Donc les maires sont d'excellents gestionnaires. Ils prévoient, ils épargnent. Ils ont peur parce que ça baisse. Oui, ça baisse. Mais nous aussi, au niveau de l'État, nos finances publiques, elles sont fragiles. Et donc, oui, ça baisse. Mais les fameux 20% dont vous parlez sur des projets qui sont portés, moi encore hier, hein, il avait 300 000 euros. Un maire d'une commune de 1000 habitants. Monsieur le maire, vous en mettez 150 de côté, je comprends, mais mettez-en 150 en financement sur un projet de 700 000 euros. Mais moi, je vais vous aider, je vais le prendre comme exemple pour aller chercher de l'argent de l'État, de la DETR, de la région, et portez-moi un projet de 700 000 euros. 700 000 euros, c'était pas possible pour lui. Mais s'il a 300 000 euros d'épargne, il va les mettre, ou il va les mettre de côté. Et voilà. Et donc, nous, moi, ce que je veux dire, c'est que les 320 millions qu'on a mis cette année, je ne dis pas « waouh, c'est génial », c'est pas parce que ça fait 13 ans qu'on n'avait pas augmenté la DGF que « waouh, c'est génial ». Non, mais on l'a augmenté. Et oui, on est en crise. Donc oui, je ne considère pas qu'un gouvernement serait responsable s'il avait
comme politique publique vis-à-vis des collectivités locales de rendre l'inflation neutre pour les élus locaux. Il n'y a pas d'inflation pour eux. On compense l'inflation, ce qui nous a été demandé beaucoup. Je dis, mais dans quel pays on est? On a 3 000 milliards de dettes. Et pour les maires, ils pourraient, eux, fonctionner comme s'il n'y avait pas d'inflation. Non, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons gestionnaires? Combien m'ont dit, mais moi, les gymnases, j'ai éteint. Les gamins, ils ont mis les blousons, ils ont mis des pulls. Et du coup, j'ai pas chauffé, j'ai baissé ma consommation. Ah oui, mais on est en crise. Donc, on était en crise sanitaire. Là, on est en crise face à l'énergie. Donc, moi, je me permets de vous dire ça parce que, comme je suis confrontée à ça toutes les semaines, et je me rends compte que l'épargne, elle y est. Donc, quand vous me dites les petites communes, oui, mais s'ils portent des projets raisonnables, on peut les étaler. Moi, je milite. Voilà, je sais que vous y tenez beaucoup au Sénat. Je ne sais pas si on y arrivera, mais sur la pluriannualité des aides. Les départements font ça. On doit faire ça. On doit donner de la visibilité à nos maires en investissement. Vous avez parlé de visibilité pluriannuelle. Ça y participe, non? Exactement. C'est bien ça dont il s'agissait. Exactement. Ah oui, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Anne. Oui, merci, Madame la Ministre. Ma question rejoint celle de notre collègue Céline Brulin et je souhaitais revenir sur cet accompagnement financier et notamment sur le fonds vert. Parce que c'est vrai que c'est une aide non négligeable, mais sur un département comme le mien, c'est une enveloppe 2 millions d'euros pour l'Ardèche. Donc les projets sont nombreux. En termes de transition énergétique, l'objectif est ambitieux, le travail est colossal, on sait le reste à charge, enfin 80% on a dit du travail reste à faire. Donc si c'est l'objectif 2030, actuellement on a beaucoup communiqué sur le fonds vert, vous l'avez dit, c'est un succès, vous nous avez confirmé qu'il y aura une pérennisation en 2024, donc on est ravis, mais on a beaucoup communiqué, le préfet parle beaucoup du fonds vert, nous demande de communiquer sur le fonds vert, et l'enveloppe est déjà consommée à cette période de l'année. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est les premiers qui ont demandé, ce sont les premiers servis. Donc voilà, il y a quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir cette visibilité dont vous nous parlez tout à fait, qu'il faut envisager des aides pluriannuelles, avoir un phasage. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, en 2024, à quoi ressemblera le fonds vert? Est-ce que c'est un peu tôt? Est-ce qu'on a un bilan? Je sais qu'il sera pérennisé, mais à quelle hauteur? Parce qu'on a quand même aussi besoin de se projeter et d'avoir de la visibilité. C'est vrai que les préfets, les sous-préfets font très bien leur travail, mais ils nous disent on va accompagner les communes sur plusieurs années. Ils se déplacent, on travaille le phasage des travaux, les études qui seront... Non, mais c'est vrai. Mais à un moment, voilà, on en a quand même besoin. Sur le fonds vert, d'abord, Christophe Béchu a pris conscience, il y a un mois, de l'absolue nécessité de simplifier l'accès au fonds vert. Parce que, vous l'avez peut-être pas en tête, mais la DGCL gère DECIL et DETR avec les préfets. Et c'est la DGALN qui gère le fonds vert. C'est une direction de la nature, l'aménagement et l'environnement, qui le gère toujours avec les préfets. Ça, Christophe Béchu a obtenu que tout soit la main des préfets. Mais avec 2 circuits différents pour nous au niveau de l'État, la DGCL pour DECIL et DETR. Et c'est vrai qu'on appelle un peu de nos voeux que ça soit aussi simple que DECIL et DETR, le fonds vert. On a un peu de mal. Donc, pour l'instant, Christophe en a pris conscience. D'abord, on avait bien simplifié le formulaire. Il est assez simple. Il y a 14 cases à cocher, mais tout ce qu'il demande derrière, c'est extrêmement lourd, avec des lettres d'engagement. Ce matin, j'ai reçu, pour mon plus grand bonheur, le maire qui a marché depuis la Gironde jusqu'à Beauvau, jusqu'à chez nous, ce matin. Ah ben voilà. Et donc, je l'ai reçu et il me disait, donc, lui, il est maire d'une commune de 1100 habitants. Et il me dit, tous les dossiers, j'en ai fait 14 cette année. Bon, il est maire que depuis 2020. Et il a 10 demandes, donc on va les traiter parce qu'il y a plein de bonnes idées. Il est très constructif. Mais le sujet du fonds vert et de sa complexité, il m'a dit, là, j'en suis à 14 dossiers, je sais les remplir et tout. C'est moi qui le fais parce que sa commune est trop petite. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui peuvent décevoir un jeune maire de 40 ans qui est élu depuis 2 ans. Et il me dit, c'est toutes ces lettres d'engagement. C'est pas tellement le fait qu'il faille prouver que l'on va générer des économies, parce que pour relever du fonds vert, il faut prouver qu'on a quand même la transition écologique au cœur du projet. Donc il faut une étude qui prouve qu'on fait des économies d'émissions de CO2. Mais il me dit, c'est pas tellement ça, c'est toutes ces lettres d'engagement. Et moi, je les avais pas avant, donc il faut que je les crée. Donc il y a une administration dans laquelle on va se plonger, mais je crois que les services de Christophe Béchu le font, parce qu'il s'est engagé avant fin juin
d'avoir simplifié l'accès au fonds vert. Donc ça, c'était l'une d'entre vous qui avait posé la question et j'avais pas répondu. Donc ça, il faut veiller à ce que effectivement ça soit le cas. Et ensuite, quelle est la visibilité pour 2024 ? Aujourd'hui, à part de la simplification, je pense que l'objectif va être équivalent et qu'on va partir toujours sur 2 milliards en 2024. Ben, on espère plus, mais moi, je vais être à la table des négociations dès lundi, on va bien voir. Mais voilà, à minima, la Première ministre a prévu 2 milliards de plus en 2024. Comment on va pouvoir y accéder ? Via des sollicitations dans les services de l'État auprès du préfet. Pareil, ça, on ne veut pas déroger à cela. Et il va falloir prouver qu'on génère des économies d'énergie. Et on essaye de maintenir quand même un certain nombre de projets, parce qu'on va verdir un peu la DETR et la DSIL, mais nous, on ne veut pas la verdir trop, parce qu'il faut quand même pouvoir faire un certain nombre d'objets autres dont ont besoin nos communes, et pour que ça ne soit pas que des projets qui ont la transition écologique au cœur. Voilà, mais et on va tenir bon. Christophe Béchu est convaincu de ça aussi. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci. On a beaucoup. Pardon, j'ai oublié de mettre le micro. On a beaucoup parlé sous. Vous avez indiqué 5,2 milliards d'euros par an. La question est sur combien d'années ? Sur 10 ans ? 10 ans. D'accord. Sur le rapport de Marc qui date de 2020, il mentionnait 40 millions au total. 4 millions, il préconisait 4 milliards, pardon. C'est trop de chiffres pour moi. 4 pendant 10 ans. Et on a aussi parlé ingénierie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accompagnement en fait des élus qui va être mis en place, sur le parcours donc, qui a été présenté, je suis toujours sur le plan en fait qui a été présenté le 9 mai, sur le parcours d'accompagnement, la charte nationale destinée à guider les projets, la boîte à idées dont on a entendu parler donc pendant ce 9 mai et quelle structure pour les piloter et également, donc vous nous avez indiqué que 105 projets, non, je me trompe, c'est 200 projets qui sont déjà en cours pour 2023 sur des projets totems et est-ce qu'il y a un phasage plus clair en fait dans le calendrier, sachant que normalement il est pour 4 ans et donc quelles sont les bornes en fait sur les 4 années à venir. Monsieur Gilbert Favreau avait également une question. Le président vous autorise, chers collègues. Je voudrais essayer d'être assez réaliste sur le problème qui se pose à une collectivité lorsqu'elle veut faire un investissement de cette nature. Bon, tout le monde ici participe aux réunions départementales des élus qui allouent la DETR. Donc ça nous donne une idée des montages et des dossiers qui sont présentés au service souvent des sous-préfectures, voire au service du secrétaire général pour la sous-préfecture de la capitale. Mais la question, c'est que il faut d'abord mettre en place le plan de financement. Bon, nous savons, ça a été dit tout à l'heure, que les petites communes notamment sont en grande situation de difficulté. Donc elles vont, avec l'aide du sous-préfet généralement, monter un plan de financement et elles vont voir ce qu'elles peuvent obtenir de l'extérieur. La première source de financement qui est généralement visée, notamment devant cette instance, c'est la DETR. La DETR est délivrée donc après un avis préfectoral et donc là-dessus, il n'y a pas véritablement de problème. Ensuite, vous parlez de la DSIL. La DSIL déjà a une particularité, c'est que comme elle était souvent demandée par à la fois les communes et les intercos, dans beaucoup d'endroits, finalement, c'est le cas dans mon département, on a décidé désormais de réserver la DSIL aux intercos. Autre source possible de financement,
il y a ce que peut apporter effectivement le fonds vert, et là on trouve un obstacle que j'ai noté à plusieurs reprises cette année, c'est que le fonds vert est géré au niveau régional par les services de la DREAL, puisque c'est les services qui sont les services environnementaux qui gèrent ce fonds vert, de la même façon que la DSIL est, elle, allouée par les services régionaux. Donc, quand la préfecture monte ces dossiers, en général, elle n'a pas connaissance des décisions, par exemple, si elle veut allouer de la DETR, de la décision qui a été rendue sur la DSIL et sur le fonds vert au niveau régional. Donc, je continue, on est là au niveau... Oui, je voulais expliquer tout ça parce que pour bien voir quelles sont les difficultés que rencontre un maire quand il veut faire monter son dossier. Non, mais c'est arrivé souvent. Ça arrive de moins en moins, mais autrefois, ça arrivait assez souvent. Puis le fonds vert n'existait pas à l'époque. Bon. Et puis, il y a donc après, il faut trouver l'autofinancement pour le reste, quand on n'a pas véritablement... Bon, actuellement, chez nous, la DETR, quand vous l'obtenez, c'est souvent à 30%. Autrefois, c'était souvent 40%, mais maintenant, c'est plutôt 30%. Le fonds vert vient combler une partie, et il faut trouver le financement. Donc, tout ça pour vous dire que la difficulté est grande pour une collectivité qui, notamment... a une dotation d'investissement qui est réduite pratiquement à néant, qui n'a pas fiscalement la possibilité d'autofinancer. Vous disiez tout à l'heure que finalement on ne reçoit pas énormément de dossiers. C'est parce que dans une commune, il n'y a pas que l'école, il y a tous les autres investissements à faire, et que bien évidemment, mais il faut à un moment donné que cette collectivité choisisse l'investissement qu'elle va demander à financer au gouvernement. Et donc, quand on remet tout ça avec le niveau actuel, par exemple, du fonds vert, dont vous disiez tout à l'heure, ce qui est exact, qu'il est de 2 milliards par an au niveau national, je vous laisse, vous faites le calcul, mesurer ce que ça peut représenter au niveau des communes. Dans mon département, il y a 256 communes. Mais au niveau national, si on rapporte cette somme au nombre de communes, eh bien, c'est quand même très difficile. Et là, je pense que vous le disiez à mi-mot, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème d'investissement, mais précisément sur les communes les plus pauvres, parce qu'elles n'ont pas la possibilité, chez elles, de prendre un impôt qui puisse leur permettre, après la disparition d'un certain nombre de fiscalités locales, eh bien, elles ne peuvent pas payer pour reconstruire une école qui s'effondre. Si c'est quelques millions d'euros, je vous laisse imaginer quel est le dilemme pour le maire. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça me paraît important de ramener ça à ce qui est fait sur le terrain. Je commence par vous donner quelques éléments de réponse, monsieur le sénateur. D'abord, je vous ai dit 2 milliards DSIL plus DETR, mais que vous ayez bien en tête que c'est autour d'1,5 milliard la DETR et 500 millions la DSIL. Déjà. Donc, quand même, la DETR, autre ordre de grandeur que j'aimerais bien que vous ayez en tête, elle a, depuis 10 ans, juste doublé. Donc, les petites communes en ruralité, que je défends, c'est mon portefeuille aussi, mais... Voilà, donc une DETR qui a doublé, une DETR qui représente 3/4 de l'investissement public DSIL plus DETR. Et donc, vous dites que la DETR est bien gérée parce qu'elle est gérée à la maille départementale et qu'il y a une commission qui répartit ce montant de DETR. Et vous dites que la DSIL, elle est gérée à l'échelle de la région. Et monsieur le directeur me rappelait que j'ai signé une circulaire il n'y a pas longtemps pour demander à ce que le plus possible la DSIL soit déconcentrée au niveau départemental. Mais avoir en tête que ce n'est qu'un quart de ces 2 milliards, la DSIL. Ensuite, quand vous me dites on la consacre aux intercos, moi je vous assure que j'ai fait le tour. Ça doit être le cas dans quelques départements, mais... Excusez-moi, mais ça c'est une décision qui, au départ... Locale. Oui, je ne l'avais jamais vu ça. Après consultation des élus.
Mais c'est incroyable. Mais ça veut dire qu'une grande ville, eh ben elle peut pas, elle n'a pas accès à la DETR. Non, mais des grandes villes, très grandes villes alors, des très grandes villes qui n'ont pas accès à la DETR. C'est quelque chose qui a été supprimé, d'abord parce qu'au niveau régional, il y avait des réticences à allouer de la DSIL au niveau communal, et ensuite parce que, effectivement, il fallait maintenir un mode de subventionnement pour les intercommunalités. Absolument. Donc, j'ai pas de réponse, si ce n'est le fait que ce qu'on constate, c'est que le nombre de communes qui portent des projets augmente très significativement. Donc ça explique le fait qu'on soit passé d'une moyenne de 40% il y a quelques années à 30%. Et les maires les plus habitués à avoir beaucoup de DETR chaque année, j'en ai vu un ce week-end qui me disait, moi ça fait 5 mandats, je vois ma DETR fondre en pourcentage chaque fois. Et il disait aux collègues maires qui étaient là, ben vous les maires, vous ne demandiez pas autrefois. Donc un maire qui était un peu entrepreneur, qui portait des projets, il avait beaucoup de DETR parce qu'elle se répartissait entre moins de communes. Mais là, il y en a de plus en plus qui demandent. Et donc, bien que le fonds vert soit venu doubler les montants d'investissement, malgré tout, c'est vrai qu'on reste en moyenne à 30% et qu'on essaye de faire en sorte que les projets soient soit DETR, soit DSIL, soit fonds vert, et que rares sont les projets, moi j'en ai pas vu récemment, mais qui relèvent de fonds. Donc, je partage votre constat. Tout en rappelant que la DETR c'est encore 1,5 milliard et que voilà. Ensuite vous dites plus d'impôts pour avoir des marges de manœuvre. Ça c'est je veux pas revenir sur la suppression de la taxe d'habitation, suppression de la CVAE. C'est un certain nombre de décisions qui ont leurs avantages et qui ont leurs inconvénients et qui effectivement enlèvent la possibilité aux maires de augmenter sa fiscalité pour se donner des marges de manœuvre supplémentaires. Donc voilà, donc moi je suis tout à fait prête, monsieur le sénateur, à travailler quelques cas avec vous sur votre département. Et même je vais regarder l'Ardèche, on va regarder 12 millions d'euros de DETR. S'il n'y a que 2 millions de fonds verts, il y a quand même 12 millions. Vous avez dit 2 millions pour le fonds vert. 2 millions pour le fonds vert. Voilà, et 12 millions pour la DETR. Il y a beaucoup, enfin on avait travaillé en commission DETR, beaucoup de travaux ciblés pour la rénovation des réseaux. Oui, c'est ça. Oui. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Et donc pour répondre à la question de Madame la rapporteure sur l'accompagnement en fait. L'accompagnement dans la conduite des projets. Donc là j'ai quelques éléments. Pardon ? C'est fait par la Banque des Territoires. D'accord, toujours notre Banque des Territoires pour Edu Rénove, et c'est vraiment le nom du programme de la Banque des Territoires. Et ce programme prévoit 3 choses. 1, la mise en place d'un parcours d'accompagnement territorialisé permettant un suivi de bout en bout des projets de manière unifiée au sein du programme, du diagnostic avec les élus et les services techniques au financement de projets. Donc quand je vous disais tout à l'heure, allez chercher de l'ingénierie dans le fonds vert, parce qu'il y a des budgets ingénierie dans le fonds vert, ça reste vrai. Mais si on parle de la rénovation thermique d'une école, rentrons dans le parcours d'accompagnement territorialisé que la Banque des Territoires met en avant. Et si, je vous assure, mon cabinet croule un peu, parce qu'il bosse beaucoup, mais je veux dire, si vous rencontrez des difficultés, un mail chez nous pour comprendre. Et moi, je passe 2 coups de fil, et vous allez voir que les gens vont être réactifs. Aujourd'hui, on n'est pas inondé de gens qui nous disent que la Banque des Territoires ou les préfets ou les réponses ne sont pas données dans les territoires. Donc, parce qu'ils savent que si on remonte au ministère, cette réactivité, elle vous est due. Tout ne va pas bien, mais au moins qu'on réponde aux questions et qu'on traite les difficultés. Donc ce parcours d'accompagnement que met en avant territorialiser la Banque des Territoires, moi je vous invite à dire aux maires de s'en saisir. Voilà. Et ils disent qu'ils accompagnent le maire à faire un diagnostic avec les élus et ils font aussi des recommandations avec les services techniques sur le financement du projet derrière. Très intéressant.
Deuxièmement, l'élaboration, je vous en ai parlé, mais je vous ai dit qu'elle allait aboutir en fin d'année, de la charte nationale qui comprend un ensemble de critères pour guider les projets de rénovation. Alors évidemment, il faut viser ceux qui portent 40% d'économie d'énergie. Il faut utiliser des procédés de rénovation favorisant l'innovation, etc. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette charte sera travaillée avec l'ensemble des parties prenantes au programme, dont, pourquoi le MNJ ? Dont le ministère de la Transition écologique et des cohésions territoriales, mais aussi de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc conjointement, elle est en train d'être travaillée, cette charte, et elle est prévue pour la fin de l'année 2023. Donc là, si on travaille avec le ministère de l'Éducation, l'engagement que j'ai pris tout à l'heure va peut-être rentrer là-dedans, et on ne va pas pouvoir répondre avant fin juillet comme j'aimerais, il va falloir attendre décembre, trop tard. On va voir. Parce que là, pourquoi fin 2023 pour écrire une charte? Mais bon. Donc, cette charte, elle est quand même fondamentale parce qu'elle répond à vos questions, qui est de dire quels sont les critères, comment on s'y prend, et les 200, pourquoi 200, en fait, c'est les 200 premiers. C'est pas 200 que nous allons décider, mais il faut qu'ils répondent à ces critères. L'accès simplifié à la boîte à outils dédiée, qui est réalisée, que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on retrouve sur le site de la Caisse des dépôts. L'État et ses opérateurs partenaires du programme EduRénov participeront à l'orientation et au suivi du programme à travers son comité stratégique qui se réunit pour la première fois avant la fin du mois de juin. Et je vous ai cité aussi le CEREMA qui joue un rôle en accompagnement à la demande de la Banque des territoires de la Caisse des dépôts, un rôle dans l'ingénierie de ces projets. Est-ce que ça répond à peu près à votre question, Madame la rapporteure? Merci, Madame la Ministre. Effectivement, en fait, la clé d'entrée pour une commune qui a une question sur une rénovation d'école, c'est la Banque des territoires. Voilà. C'est le point d'entrée. Il se charge ensuite, en fonction de là où en est le projet, de créer le parcours qui va bien, soit juste le financement parce que le projet est très avancé, soit l'ingénierie si le projet en est en balbutiement. Voilà. Donc la clé d'entrée, la Banque des territoires. Et quand on parlait de boîte à outils tout à l'heure, on entendait l'ANCT hier qui nous a parlé également d'une sorte de boîte à outils, mais qui était solution élue, où un certain nombre d'élus faisaient remonter des projets et qui pouvaient effectivement être une sorte de boîte à idées. Donc tout ça, si ça pouvait être réuni dans un même pôle, ce serait parfait. Je vous remercie. Moi, j'en ai terminé avec mes questions. Juste un mot sur solution d'élus. Donc, c'est quelque chose qu'on a co-construit avec, merci beaucoup, Monsieur le Président, avec Christophe Béchu et l'ANCT. Donc, il n'y a qu'un lieu dans lequel vous pouvez inviter les maires, soit à partager une expérience réussie, et d'entrer sur la première page, solution d'élus.com ou .fr, solution d'élus. C'est l'ANCT, mais on peut y rentrer direct sur solution d'élus. Soit vous partagez une expérience et on vous envoie un photographe, on vous envoie un vidéaste pour pouvoir filmer le projet, donner envie à quelqu'un de reproduire ce qui a bien marché sur votre commune, donc si le maire a envie de ça. Sinon, vous pouvez aller chercher des expériences qui ont toutes été initiées dans les territoires. Par exemple, une maison de santé qui a été portée par une collectivité. Vous avez des critères, la santé, le sport, rénovation patrimoniale, et vous avez tout un tas de solutions d'élus. Rien à voir avec l'autre sujet de la Banque des territoires et de la rénovation d'écoles. Là, c'est juste une plateforme qui recense toutes les bonnes pratiques qu'on veut pouvoir partager et reproduire. Et c'est tout. Et ensuite, le parcours pour rénovation. Et je pense que quand on aura des bonnes pratiques pour des rénovations d'écoles, ensuite, ça ira dans solution d'élus. Mais là, on y va tout seul, on parcourt, on met ses critères et on trouve des idées pour ce que l'on veut faire. Par contre, si on veut se faire accompagner, là, c'est la Banque des territoires. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, Madame la Ministre. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, nous avons reçu quelques 1300 témoignages d'élus. Je dois vous dire très sincèrement que les témoignages qui non seulement nous n'ont pas dit du bien, ni de la Banque des territoires, ni du CEREMA, parce qu'ils ne les connaissent pas, il n'y en a pas eu. Et donc, construire une réponse sur la base de structures quasiment inconnues, en tout cas dans le monde rural en particulier, c'est faire un sacré pari. Je disais tout à l'heure, il y a des départements qui se sont organisés en
mettant en place des agences techniques départementales. Il y en a beaucoup, et ça marche bien. Et je pense que si le CEREMA et si la NCT et la Banque des Territoires veulent être utiles, il faudrait que ça investisse d'abord dans des départements où il n'y a pas d'organisation de l'ingénierie, prioritairement, parce que c'est pas la peine d'aller faire de la concurrence là où la solution existe déjà, qui plus est lorsque la solution est publique. Mais j'avais une question qui paraît anecdotique, mais qui est importante pour les communes qu'elle concerne. Vous disiez tout à l'heure à propos des 10 000 projets qu'il fallait qu'ils génèrent moins 40% d'énergie. C'est un chiffre qui n'est pas un chiffre biblique, on sait d'où il vient, mais celles qui ont déjà fait un effort par le passé, dans un passé somme toute assez récent, c'est difficile de faire 40% encore. Donc il faudra attirer l'attention des décideurs sur la période à prendre en compte quand on mesure cet effort. Parce que sinon, c'est la prime aux mauvais élèves. C'est-à-dire que 40%, quand j'ai jamais rien fait, je fais pas grand, et je les atteins. Et ceux qui ont fait quelques temps avant l'effort, ils ne sont pas payés les retours, quoi. Je pense qu'il faudrait prendre en compte le précédent pour les collectivités concernées. Je vous renvoie vers la Banque des Territoires parce qu'il peut y avoir des exceptions. Marie-Christine me disait qu'il peut y avoir des cas dans lesquels ils seront enclins à prendre en compte le fait qu'on a déjà baissé de 20 depuis 3 ans en changeant les huisseries, je ne sais pas, un certain nombre de choses, et puis ils veulent poursuivre leur travail de rénovation. Il reste encore une tranche, mais on va baisser que de 20 parce qu'on a déjà baissé de 20. Et donc, ils peuvent être ouverts à ça. Je ne vous dis pas que c'est la porte grande ouverte. La souplesse, mais en tout cas, elle me disait qu'il faut le laisser à l'arbitrage de la Caisse des dépôts. Si vraiment, dans les 3 dernières ou 4 dernières années, un gros travail qui a été fait, financé sans aide ou avec d'aide, mais pas dans ce cas de ce dispositif, pour aller chercher les 20% d'économies complémentaires, je pense qu'ils seront ouverts. La Banque des dépôts, à longtemps, était un partenaire des grandes collectivités, parce que s'intéressait historiquement d'abord aux projets d'intérêt régional ou départemental. Et donc, du coup, les communes de petite taille ne s'y retournent pas vers elle. Et il faudra du temps pour que les habitudes changent. Et la Banque des Territoires, elle ne fait pas de subvention, elle prête. Et les communes ont le souci aussi de ne pas trop s'endetter, parce qu'ils savent que au moment où arrivent les élections, c'est un critère qui parle beaucoup aux électeurs, le taux d'endettement. Et en cela, on ne peut pas leur reprocher d'imiter l'État. Ils ne le peuvent pas. Mais c'est pour ça que je pense que, en gros, je vais caricaturer, mais pas totalement. Vous demandez, enfin, la loi demande aux collectivités de faire un effort, mais à régime constant, ou presque. Et l'effort, c'est les communes qui vont le produire. Pas les communes. Vous n'avez pas beaucoup parlé des régions et des départements, sans doute parce que non, les besoins ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a le besoin d'ingénierie. Ça fait longtemps que c'est ainsi fait. Et si vous saviez ce qu'ils pensent de la cellule bâti scolaire de l'éducation nationale. Oui, mais ils sont aussi très proactifs. Elles sont aussi très proactives. Elles font le nécessaire. Je ne le dirai pas comme ça, mais vous exprimer comme vous voulez. Mais c'est un sujet. Moi, je pense que l'effort que s'apprêtent à faire les collectivités mérite d'être accompagné. Je pense que vous gagneriez à plaider pour une aide dédiée, puisque c'est une cause non pas nationale, mais européenne au moins, la lutte contre le réchauffement. Juste 2 mots, si vous me le permettez, Monsieur le Président, sur France Ruralité, qui est un peu un programme de politique publique, un objet en faveur de nos villages ruraux, que la Première ministre devra annoncer fin de semaine prochaine. Et dans le package France Ruralité, il y a, parce que j'ai vraiment compris ça dans mes visites dans les territoires, 100 projets, qui vont être 100 chefs de projet, qui vont être financés par l'État, qui vont être déployés dans les services de l'État, donc auprès du préfet, au service de qui? Des maires ruraux. Ça veut dire qu'un maire rural lèvera le doigt, il aura droit
de 1, 2, 3 jours, 5 jours, une semaine, 15 jours d'ingénierie pour analyser son projet. Si c'est plus long, alors il y a un package CEREMA qui sera, ou autre bureau d'études avec lequel on aura démarché et qui viendra travailler le projet sous l'angle technique, sous l'angle prospective, sous l'angle... Mais la première chose que fera ce chef de projet quand il sera recruté et qu'il arrivera dans les territoires au service des ruralités, première chose, c'est qu'il va faire l'inventaire de toutes les ingénieries qui existent pour être avant tout quelqu'un qui active les ingénieries. Donc l'ingénierie pour de la rénovation d'écoles, le maire qui ne le saura pas, il saura, ce chef de projet ingénierie qui va être le partenaire des élus ruraux, il va flécher vers la Caisse des dépôts. Quand on sera dans un département dans lequel il y a une agence technique forte en ingénierie, on travaillera main dans la main avec elle. Donc ça va être des chefs de projet qui vont être capables de faire de l'ingénierie prospective pour ceux qui veulent porter un projet de territoire, de l'ingénierie technique, s'il n'y a pas dans le département, de l'ingénierie financière. Et donc, il va se positionner en coordonnateur, va lui-même faire de l'ingénierie, des pré-diagnostics. Mais j'ai tellement... Et vous imaginez la période actuelle financière, obtenir le financement de 100 chefs de projet ingénierie que pour nos villages. Donc, j'espère qu'il jouera vraiment ce rôle de diagnostic de l'ingénierie et d'accompagnement, lui, personnellement, ou bien par des marchés publics. Et ça, gratuitement. Et l'autre chose que je... Oui, auprès du préfet de chaque département. Le préfet pourra décider de le mettre si le DDT est très dynamique et qu'il est dans l'aménagement et que les projets relèvent plutôt de l'aménagement, de le mettre à côté si les bureaux ne sont pas à côté du DDT. Mais en principe, nous, on demande qu'il soit sous le préfet de département, au service des villages ruraux. Et ce besoin en ingénierie, il est réel et il nous fallait y répondre. Et donc, il va poser son diagnostic et j'espère que ça va marcher. Après, on verra. Si ça ne suffit pas, on verra. Mais déjà, recrutons ces 100 chefs de projet et gratuitement. Et après, la deuxième ambition que porte France Ruralité, mais là, ça va me prendre du temps. J'ai une dizaine de départements et 3 régions qui sont d'accord pour l'instant. C'est qu'à l'issue de ce travail d'ingénierie, qui ait fait cette ingénierie, sauf sur le bâti, puisqu'on voit que l'ingénierie elle est faite par la Caisse, la Banque des Territoires, et que finalement, ils accompagnent aussi en ingénierie en financement. Mais qui ait fait l'ingénierie, quand on sera labellisé France Ruralité au terme de cette ingénierie, monsieur le préfet réunira département, région, nous mettrons 40%, obligatoirement, le label France Ruralité, parce que c'est un co-label tel que je le conçois avec département-région. Parce que je voudrais qu'autour de monsieur le préfet, le représentant de la région, quand on va parler du financement du projet du village, eh bien la région, elle dit je mets 20, le département, il dit je mets 20. S'ils disent qu'ils ne mettent pas 20, c'est pas un problème, ils auront 60, le département et la commune. Pour l'instant, j'avance avec ceux avec lesquels on va pouvoir conventionner et il y aura un seul dossier issu du travail d'ingénierie, 4 pages, qui vont vous permettre, pas un deuxième ni un troisième dossier. Quand vous êtes labellisé France Ruralité et que monsieur le préfet aura réuni mini-conférence des cofinanceurs, eh bien vous saurez que vous avez 60% et c'est fait. C'est les 4 pages issues qui sont la demande de subvention. Donc j'ai essayé de rester très simple sur le financement, mais il me faut l'accord, il me faut une délibération de chaque département pour donner l'accord et de chaque région pour avoir ce cofinancement. Mais qui n'a pas entendu un maire dire qu'il en a marre de constituer des dossiers? Et là, on parle de montants qui ne sont pas faramineux parce qu'on parle de demande de subvention de village. Donc, et nous, on s'engage à 40 et on leur demande de mettre 20 chacun. J'ai essayé de leur donner envie de simplifier la démarche. Et la deuxième volet que vous développiez, il y avait donc France Ruralité dont j'avais envie de vous parler dans son rôle de coordination. Et vous avez commencé par un autre sujet auquel j'avais un petit élément de réponse. Je ne me souviens plus. Tu as noté? Non, c'est ce que je suis en train de dire. France Ruralité, l'ingénierie, votre propos sur... Oui, et l'emprunt. Alors, deuxième petit élément. Vous n'allez pas être surprise parce que c'est le même regard que ce que je vous ai déjà dit sur l'investissement, qui n'est pas de la même nature. Chaque fois est adapté. Mais là, l'emprunt, quelle est la durée moyenne en France
de remboursement de l'emprunt dans les collectivités. Non, non, la durée moyenne en France. C'est-à-dire que le taux d'endettement de toutes nos communes, je vous ai dit qu'il y avait 50 milliards de trésorerie, je vous ai dit il y a 30 milliards d'épargne nette. Quel est le taux? On peut se présenter devant des électeurs quand on a un délai de 8 à 10 ans, c'est la moyenne. Mais en France, on est autour de 4,5. Ça, c'est un ancien maire, ça. Bon, pardon? Oui, on est très loin. Et on est à 4,5. 4 années et demie, en moyenne. Donc, oui, c'est une moyenne. Mais que dit Bercy? Eux, ils regardent en moyenne. Ils regardent qu'il y a 5 milliards de trésorerie, il y a un taux d'endettement avec un retour sur investissement de 4 années et demie, taux d'année comment on l'appelle, ce taux de remboursement de l'emprunt? La durée de remboursement. La durée de remboursement, voilà. 4 années et demie. Donc, qu'est-ce que dit Bercy? Mais pourquoi les collectivités ne s'endettent pas? Et quand vous me... Et je retrouve ce que moi j'ai pensé et ce que pensent les maires. Ils n'aiment pas s'endetter. Mais il faut un peu s'endetter, surtout quand les taux d'intérêt sont pas très élevés. Même 3%, ça fait peur parce qu'on a emprunté tous à 1 et on se dit, oh là là, 3 c'est cher. Mais ça reste pas cher. Et il faut améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Il y a de l'argent en investissement. L'argent n'est pas si cher que ça. Il faut s'endetter quand la commune le peut. Mais aujourd'hui, les communes sont saines, très saines, peu endettées, ont de l'épargne. Et c'est pour ça que quand nous, on va demander plus que les 320 millions de plus qu'on a eu cette année, vous voyez, comme on apparaît des enfants gâtés avec Christophe Béchu quand on est à Bercy. On dit qu'ils s'endettent, qu'ils dépensent l'argent qu'ils ont mis de côté, globalement. Il y a toujours des... Et c'est pour ça que ceux qui sont plus en difficulté, n'hésitez pas à nous le faire remonter pour qu'on travaille avec eux et qu'on essaie de trouver des solutions. Mais... Alors là, les critères qui visent ils sont en train d'être définis. Je crois que je vais signer la circulaire, non? Sur les 10 millions d'euros que l'on a en provision sur 2024 pour accompagner des communes. Hein, les critères ne sont pas finalisés. Allez-y. Oui. On est en train de les finaliser, madame la ministre. On est en train de les finaliser. On est en train de les finaliser. Les critères qui vont nous permettre... C'est plus compliqué que ça, c'est plus global. On ne se fixe pas sur un seul critère pour déterminer. Il n'y a pas ce critère seulement pour accompagner la commune. Il en fait partie sûrement, bien sûr. Ouais, là, par exemple, je suis confronté à mes 3 communes là, qui ont pris de la dette toxique. À l'époque, c'est des maires précédents. Oui, des emprunts toxiques qui ont été... Donc, on s'occupe d'eux. Parce qu'ils ont été pris par des maires précédents. Et on va essayer de trouver des solutions. Vous avez encore des questions? Non. Écoutez, il me reste à vous remercier, Madame la Ministre, pour cette disponibilité et vos explications. Madame, Messieurs, merci à vous également. Et puis, chers collègues, je vous souhaite une bonne soirée. C'était la dernière.